s'attend à une catastrophe sanitaire et donc à avoir un boulot absolument délirant, beaucoup de morts, beaucoup de pleurs et de larmes. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va diminuer et que les choses vont se calmer avec l'arrivée du printemps ou de l'été? C'est pas du tout sûr. Quand on regarde le MERS Corona, par exemple, manifestement, après avoir eu une épidémiologie qui était complètement plate, sans saisonnalité, le virus a évolué vers une saisonnalité vers l'été. Et il y a plutôt plus de cas si c'est l'été, s'il y a du soleil et s'il y a de l'humidité. Donc à voir dans l'avenir, mais on peut pas dire on va sortir, on va voir les beaux jours, c'est comme une grippe, ça va s'arrêter, ça on n'en sait rien du tout. Voilà ce qu'on imagine d'une courbe épidémiologique. Alors au début on essaye de freiner l'entrée du virus dans un territoire, on a tous vu les gouvernements faire ça l'un après l'autre. Ensuite on essaye de freiner la propagation et ensuite on est en pleine période épidémique. À mon avis on est entre la phase 2 et la phase 3. Donc on démarre à peine la phase 3 et donc on s'attend à une catastrophe sanitaire et donc à avoir un boulot absolument délirant, beaucoup de morts, beaucoup de pleurs et de larmes, et ça va être très très compliqué, sans faire de catastrophisme particulier, je pense. Donc le propre de ce début de phase 3, et pour nous, ce qui est très important en tant que professionnels de santé, c'est que généralement on n'arrive pas à contraindre l'épidémie, elle va avoir lieu, mais ce qu'on sait faire, ou ce qu'on peut faire, en améliorant la prévention, c'est étaler la période épidémique et de ne pas avoir des pics très élevés, mais par contre des durées d'épidémie qui peuvent être relativement plus longues et donc plus étalées, donc plus supportables pour un système de santé. On s'attend de toute façon à au moins 4 ou 5 mois de pic épidémique et on est à peine au tout début de l'histoire, à mon avis. Et à la vie de tout le monde d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le virus très vite? Alors, il y a des choses toutes simples qu'il faut retenir, c'est que l'incubation, c'est entre 2 et 14 jours. Alors, vous avez ce schéma qu'a fait Xavier Lescure, qui est assez simple, qui se retient assez vite. 14 jours de délai d'incubation maximum. 14 jours de durée de contagiosité. Ça, c'est des choses qui sont importantes pour savoir ce que vous allez faire des malades, ce qu'on va pouvoir faire si on veut pour l'éviction des patients. Alors, probablement, les nôtres ont l'air d'excréter plus longtemps et je vous montrerai un peu les chiffres. La durée d'infectiosité sur une paillasse du virus est de quelques minutes à 4 heures. Et donc, si le virus est dans l'environnement, il reste vivant pendant environ 4 heures. C'est aussi la durée d'efficacité des masques FFP2. Et donc, avec ces 14 et 4 jours, vous avez grosso modo tout ce qu'il faut savoir sur la prophylaxie et la limitation de la contagiosité. Alors, ce que je vous ai pas dit, mais ce que vous avez certainement entendu, c'est que c'est très probablement une maladie qui se transmet essentiellement par les gouttelettes. Il y a des gouttelettes qui peuvent contenir du virus qui sont parfois très très petites, jusqu'à 0,18 microns, pour lequel il faut donc des masques plutôt particuliers de type FFP2, qui sont suffisants et c'est pas la peine d'aller jusqu'au FFP3, ça ne sert à rien. Le masque chirurgical, par contre, protège pour l'essentiel de la contamination et on considère que le masque chirurgical sur un malade, en particulier, qui lui a au départ des gouttelettes qui sont relativement importantes, va protéger à 99,9, en tout cas va diminuer considérablement le passage des virus dans l'environnement. Donc une des possibilités est de masquer les malades pour essayer de diminuer la contamination. Au départ, mais on va reparler. Alors les caractéristiques des malades, les voilà grosso modo sur l'épidémie chinoise. Vous voyez que grosso modo 20% des malades vont passer en réa. C'est plutôt les malades sévères, plutôt des hommes. Ils sont plutôt âgés, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur celle de la contamination du personnel, vous voyez que la contamination du personnel, c'est très embêtant. Et il y a beaucoup de personnel qui sont contaminés et donc beaucoup de personnel qui vont à la maison pendant 15 jours, ce qui est un gros problème. Par contre, la gravité est plutôt moins importante chez le personnel où il y a relativement peu de cas graves, vous voyez, dans la série. Tout ça probablement lié à l'âge, plus qu'à autre chose. Bien entendu, les comorbides sont très importants et on voit de plus en plus de patients relativement obèses ou en grand surpoids. Et je pense que c'est un autre facteur de risque qui est pas très bien décrit dans l'épidémie chinoise parce qu'ils sont probablement pas très obèses, mais qu'on voit apparaître en Europe qui est tout à fait important. Alors les signes d'appel, ils sont très simples, c'est un gros rhume avec de la fièvre. Vous voyez qu'il y a quand même quelques signes digestifs, parfois des diarrhées, des vomissements, et puis rien d'extra. Il y a un petit peu de douleur abdominale. Donc il faut pas se faire piéger par certains malades qui ont quand même quelques douleurs abdominales qui sont partis sur une exploration digestive et chez qui on s'aperçoit en regardant bien la radio qu'ils ont un syndrome interstitiel. Donc faites attention, c'est ces malades-là qui, dans certains cas, ont contaminé les urgences. Un des leitmotifs pour moi, c'est de ne plus jamais aller voir un malade qui est aux urgences, dans l'hôpital, pour n'importe quelle forme sévère que ce soit, en tout cas pour nous, mais c'est probablement vrai aussi pour tous les urgentistes, sans masque de type chirurgical. Et déjà, au moins, on se protège à plus de 99%.
c'est déjà pas mal. Pour ce qui est des masques FFP2, il faut savoir qu'effectivement, bon, d'une part, ça coûte très cher et en pratique, c'est très compliqué de les changer toutes les 5 minutes. Mais il faut savoir que c'est des vrais filtres à particules et que très probablement, on le sait d'ailleurs, pour les particules virales, il y a dans le filtre qui va se former au fur et à mesure une quantité de virus qui est loin d'être négligeable. C'est compliqué de savoir s'il faut garder les FFP2 entre les différents malades. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait les tours, que les infirmières font 10 malades de suite, elles gardent leur FFP2. Mais ensuite, on leur recommande de l'enlever. Il y a d'autres qui mettent le masque FFP2 et un masque chirurgical par-dessus. Je suis pas sûr qu'on diminue pas l'efficacité du FFP2 en faisant ça. Donc chacun a sa façon de faire les choses. Il n'y a pas de recommandation très claire à l'heure actuelle. Le problème, c'est que on va faire face très probablement. Vous savez que les stocks de masques sont maintenant régulés par le gouvernement. Ils ont pris la main sur l'ensemble des stocks de masques et l'ensemble de la production des masques en France. On s'attend à une crise sanitaire absolument majeure et à être tous dans le rouge dans 2 semaines. Donc c'est pas quelque chose qui va nous épargner et qui va vous épargner. Moi je discutais avec les Italiens hier et en fait au fur et à mesure des jours, vous n'arrivez plus à vous dire ah ce malade-là a un coronavirus, vous allez arriver à vous dire ah ce malade-là ne l'a pas. Donc en fait c'est tout l'hôpital qui est coronavirus plus, c'est pas un malade. Donc les stratégies de fonctionnement du service doivent changer. Les stratégies de géographie et de positionnement des malades doivent changer. À mon avis, il est assez logique de faire des unités géographiques coronavirus et des unités non coronavirus et de faire bouger les docteurs plutôt que de garder des morceaux de coronavirus dans chaque service. Ça me paraît plus intelligent et plus logique. Mais par contre, on a effectivement déjà commencé à bien sûr, comme Ferrat, doubler les gardes, impliquer nos collègues anesthésistes réanimateurs. On arrête de jouer là. On n'est pas du tout dans une stratégie où on peut. Je pense qu'on rentre dans une médecine de catastrophe là. Donc on est très clair. Je suis pas catastrophiste. Là, il y a eu déjà cellule de crise hier soir. On a arrêté toute la programmation de l'ensemble des malades. On a complètement transformé la salle de réveil en salle de réanimation. Et ça va nous tomber dessus l'un derrière l'autre, tous. Une première question sur le moment où on peut lever l'isolement. Et puis, une question en lien, est-ce qu'on peut se réinfecter au coronavirus? Pour lever d'isolement, plus les malades sont graves et plus ils excrètent. Donc probablement au moins 14 jours et ce qui était recommandé pour l'instant, c'était 14 jours de RT-PCR négatif. Enfin 2 PCR à 7 jours d'intervalle. Ça fait pas tout à fait 14 jours de PCR négatif. Donc c'est assez long. On ne sait pas encore si ces virus sont vivants ou morts. Donc on va apprendre ça dans quelques jours, je pense. La deuxième question, c'était ? Est-ce qu'on peut se réinfecter ? Il semblerait qu'en Chine, il y a eu un certain nombre de cas de réinfection. Alors, on ne sait pas s'ils sont partis trop tôt et qu'ils sont finalement eu une récurrence, mais toujours est-il que les virus qui ont été isolés étaient génétiquement un peu différents. Il n'est pas du tout sûr qu'on ait une protection complète. Donc, c'est peut-être un peu comme la grippe. On est complètement naïf au début. On a une protection partielle et probablement une réinfection possible l'année d'après, donc ça doit marcher à peu près pareil. Mais oui, réinfection possible. On a des questions. Est-ce qu'il faut utiliser une tenue à usage unique, donc jetable ? Est-ce qu'il faut porter des gants ? Non seulement il faut que ça soit à usage unique, mais il faut qu'elle soit imperméable, notamment quand on prend en charge et quand on est au contact du patient. Quand on rentre dans la chambre et qu'on fait d'autres soins qu'on peut faire une infirmière pour préparer un pousse-seringue ou des choses, on n'a pas forcément besoin de ce matériel-là, mais on a besoin de surblouses qui soient imperméables. Et les gants, c'est impératif. Et le déshabillage dans la chambre et la sortie de la chambre est très important parce que les procédés veulent qu'on essaie d'éviter de toucher avec des objets souillés les clenches pour rentrer et sortir de la chambre. Est-ce que vous avez plus d'informations sur les données italiennes ? Est-ce que on peut comparer les données chinoises, italiennes, françaises ? Les Chinois, au début, on ricanait un peu, on se disait mais ils n'ont pas très bien fait. En fait, ils ont fait très paramilitaire. Mais pas si mal. Les Italiens, ils ont une mortalité importante. Ils étaient complètement dépassés par les événements au début, avec beaucoup de contamination du personnel, et probablement une contamination nosocomiale qui était loin d'être négligeable, et ils ont une mortalité élevée parce que les malades sont plus vieux qu'en Chine, et avec une casse assez effroyable. Ce qu'on voit, c'est que c'est des ARDS qui sont assez longs,
des malades qui sont, comme on a pris, comme Ferrat, des malades entre 30 et 70 ans. C'est des malades qui sont des malades qu'on va garder très longtemps. Pour l'instant, on n'a extubé personne. Et pour l'instant, les morts n'ont été que des limitations thérapeutiques sur des vieilles personnes qu'on a décidé de ne pas ventiler. Donc on est parti pour des semaines et c'est très très embolisant. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les formes sur lesquelles on aurait de l'oxygène et on se dit ouais, ça va passer, on va les sortir, nous, au bout de 3 jours, ils s'aggravent et on les ventile. Ils terminent tous intubés, ventilés avec 14 de PEP et en DV. Donc c'est un vrai problème. Et vous avez pour l'instant des patients qui ont présenté un SDRA et qui ont été extubés et qui sont guéris. On a eu pour l'instant aucun malade intubé qui a été extubé et guéri. Le malade que je vous ai montré tout à l'heure est un malade qui est allé jusqu'à un optiflow important. Il a 30 balais, il était très monodéfaillant et il est passé à travers. Mais les autres malades, pour l'instant, on a eu une autre malade chinois qui est mort. Et puis 2 fins de vie, enfin des gens de plus de 80 ans qu'on a décidé de pas ventiler qui sont décédés. Pour aucun des malades, on a envie d'arrêter. C'est comme des grippes graves qu'on sort. Je pense qu'il faut juste de la patience. Mais la question, c'est comment on fait avec de la patience à arriver à gérer une crise comme ça. Il faut bien que vous imaginiez que on a un téléphone RED, bien sûr, qui sonne toutes les 10 minutes, à la fois pour donner des conseils aux copains et aux médecins traitants et à tous les anglais, aux familles et à prendre des malades, et qu'on sature le système à une vitesse extraordinaire. Donc on va tous être touchés très très vite, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites s'il y a un personnel qui arrive le matin avec des symptômes respiratoires? S'il a des symptômes respiratoires et qu'il est contact et qu'il a de la fièvre et des signes respiratoires, donc une température, on l'envoie au REP pour se faire prélever. Donc c'est des malades qu'on prélevait. Et ils sont en éviction tant qu'on n'a pas le résultat. On fait à l'heure actuelle 4 runs par jour, ce qui prend 5 heures par run. Et donc, on a grosso modo 200 tests disponibles à Bichard. Il y a des tests rapides qui se mettent en place. Il y a une machine qui est en cours de test et qui fonctionne bien, qui est un point of care, qui marche en 1h15. Mais pour l'instant, c'est malade par malade, donc qui est assez long. Il faut mettre plein de machines et qui pourrait être très probablement, très rapidement utilisé un peu partout. Mais bien sûr, éviction tant que vous n'avez pas le résultat. Et si négatif, on les reprend. On prélève pas les malades asymptomatiques ni les personnels asymptomatiques. Grosso modo, pour le personnel, il faut être assez rassurant, quoi. Je veux dire, c'est un rhume, quoi. Honnêtement, ils sont pas bien malades quand ils ont 30 ans. Donc, c'est pas du tout un souci. C'est juste qu'on veut pas contaminer tout le monde. Il y a plein de contaminations nosocomiales dans tous les hôpitaux. Tous les malades qu'on prend qui sont en salle alors qu'ils n'avaient pas été dépistés, vous regardez le voisin de chambre, il est sûr qu'il est Corona de plus. Quand vous allez voir un malade sans masque, vous allez dépister le personnel, vous avez une chance sur 3 ou 4 d'avoir un personnel qui a été plombé aussi. Donc c'est quelque chose d'assez contagieux quand même, mais pas forcément sévère. Quand un personnel est positif et symptomatique, à Strasbourg, il rentre et il ne revient pas pendant 14 jours. Okay. Une dernière question avant de conclure. On entend pas mal dans la presse, notamment la presse généraliste, de la part de médecins, souvent d'infectiologues, que c'est une maladie bénigne. Comment on peut réagir à ça et comment on peut expliquer ce genre de... Alors évidemment, il y a la question de la prévalence des maladies, des infections graves, mais en vous écoutant, on a du mal à dire que c'est une maladie bénigne. Je pense qu'il y a 80% de formes asymptomatiques ou possisymptomatiques, 15% qu'on va pas voir, qui vont avoir un peu d'oxygène et qui vont partir tout de suite, donc il en reste plus que 5%. Donc nous, on va pas voir plus que 4 ou 5%, donc effectivement, c'est une maladie bénigne. Les petits, ça c'est important à noter pour les infirmières qui sont souvent un peu inquiètes de ça. Les petits, c'est vraiment de la maladie infantile qui fait pas grand-chose, quoi. Il y a eu quasiment aucun mort dans le monde qui soient des petits. Et donc ça c'est vraiment important. Les réas pédiatriques vont pas être impactés, donc pourront peut-être nous donner un coup de main aussi.